Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Demain à 21h10 au Parc des Princes, les Parisiens reçoivent l'OGC Nice, qui était notre principal concurrent au titre en Ligue 1 jusqu'à il y a environ un mois et leur décadence au classement. Mais c'est toujours aussi la seule équipe à nous avoir gagné sur la scène nationale. C'était en septembre dernier, juste après la toute première trêve internationale de la saison. Bien sûr, un contexte bien différent de celui qui nous attend demain, la Coupe de France, qui est prise avec le plus grand sérieux par Luis Enrique et ses troupes. Luis Enrique qui a répété aujourd'hui en conférence de presse que le match sera pas abordé avec un esprit de revanche vis-à-vis à la défaite 3-2 en septembre justement, mais plutôt comme une finale. C'est le mot, la rhétorique qu'il a appliquée à tous les matchs qu'on a eu à jouer en Coupe de France cette saison, une compétition qu'on a perdue sur les deux dernières éditions. Et bien sûr, on doit la récupérer. Demain, ça doit être qu'une étape, une formalité vers la finale qui se jouera le week-end du 25 mai au stade Pierre-Mauroy. Et donc, si on gagne demain, il restera une étape pour accéder à la finale. C'est Rennes en demi-finale qui attendra donc le vainqueur. En face, c'est Lyon qui est opposé à Valenciennes. Donc évidemment, on espère demain s'imposer avec la manière si possible, puisqu'on va retrouver l'équipe type normalement après avoir fait tourner ces derniers temps, dimanche mais aussi ces derniers temps en Ligue 1. Vraie gestion de la part de Luis Enrique. Et c'est vrai qu'on reste sur 3 matchs nuls qui sont pas très enthousiasmants. Demain, on espère retrouver un PSG avec des automatismes et qui roule un petit peu sur son adversaire, sur des séquences un peu plus longues que dimanche contre Reims, où il a fallu une ouverture du score pour te réveiller, et au final, ça a duré un petit quart d'heure, 20 minutes. Contre la Real Sociedad, tes fins de mi-temps sont un peu en dilettante. Contre Monaco, c'est pareil, tu te réveilles qu'en deuxième mi-temps, voire sur la dernière demi-heure. Contre Rennes, pareil, c'est un peu par séquence. Donc voilà. Demain, on va donc retrouver les titulaires et j'espère aussi qu'ils seront concernés puisque je note que malgré la gestion dimanche à Reims, ceux qui nous ont vendus, à savoir Hakimi et Beraldo, les principaux responsables des 2 buts qu'on encaisse, même s'il y a aussi Navas, Danilo ou aussi Ugarte, eh ben ce sont des titulaires. J'en viens à la concentration, bien sûr, chez ceux qui sont censés, voilà, être des leaders de ce groupe. Ici, je vise bien sûr Achraf Hakimi en premier, voilà, parce que c'est vrai que les erreurs, dimanche, elles sont pas venues de Carlos Soler ou autre. Là, c'est vrai qu'on est dans un moment un peu bizarre où Luis Enrique fait de la gestion pour diverses raisons. Alors, celle qui est la plus évidente et mise en avant, c'est jouer sans Kylian Mbappé l'année prochaine. Mais il y a d'autres joueurs qui sont mis quasiment au frigo. On peut parler d'Ousmane Dembélé et on y reviendra. Donc reposer les cadres, impliquer tout le monde dans voilà une logique de concurrence où il n'y a aucun statut. Et aussi, je note que pour demain, on ne sait pas quel sera notre adversaire en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'on est dans un moment un peu bizarre où on ne sait pas trop sur quoi se focaliser. Il n'y a pas vraiment de débat tactique en fait. Demain, la principale question, c'est entre Gonzalo Ramos ou Barcola pour une titularisation aux côtés d'Mbappé et Dembélé devant. Sinon, voilà, il n'y a pas grand débat. C'est aussi parce qu'on a quelques blessures, quelques absences. Mais là où je veux insister, c'est aussi sur le fait que, à part donc la balance que j'ai dit entre Barcola et Ramos, on sait globalement quelle équipe sera alignée demain et quelle équipe est le 11 titulaire du PSG en réalité cette saison. Pourquoi ? Parce que les remplaçants qui ont joué ces derniers temps, bon, force est de constater qu'ils n'ont pas convaincu. On va pas se mentir, ils n'ont pas vraiment saisi leur chance. Alors vous me direz, oui, il y a Gonzalo Ramos qui marque, qui a des statistiques, si on prend le nombre de minutes jouées rapportées au but marqué, c'est des super stats. C'est du super stat, bien sûr, mais si on sort de ce prisme-là, dans le contenu, techniquement, je suis pas sûr qu'en Ligue des Champions, quand il sera collé par un défenseur central, qu'il y aura très peu d'espace entre les lignes et que les adversaires lui courront dessus en 2 secondes, je suis pas sûr que Luis Enrique lui fera confiance pour contrôler par exemple des ballons longs de sa défense, juste sa capacité ou plutôt son incapacité à les contrôler. Et on peut aussi énumérer tous les autres. Ugarte, alors Ugarte, il y a du bon dans ces derniers matchs, alors plus contre Monaco que contre Reims ce week-end parce que vraiment dimanche, il y a eu des moments où c'est trop mis en avant quoi, ses défauts. Et je pense qu'aux yeux de Luis Enrique, son déficit technique est clairement rédhibitoire.
Avec ballon, il fait pas grand-chose. Et en plus, sans ballon, quand il s'agit de ne pas courir, chasser haut sur le terrain, mais plutôt défendre de manière un peu placée face à un adversaire qui a toute son équipe dans notre moitié de terrain, bah c'est compliqué. En témoigne le but, le deuxième de Reims dimanche, parce que Ugarte n'est pas sur la trajectoire de la passe. On l'a souligné dans le débrief. Et c'est une réalité. Moi, je pense qu'il ne gagne pas vraiment de points aux yeux de Luis Enrique. Lee Kang-in, on y reviendra. Mais je vois pas en quoi ces matchs, dernièrement, peuvent bousculer la hiérarchie. Moi, je veux bien qu'ils vendent des maillots. Je veux bien qu'on le mette titulaire sur les matchs à 13h pour faire plaisir aux Coréens et aux Asiatiques. Mais à un moment donné, faudrait qu'il réponde sur le terrain, le garçon, quoi. Il a quasiment autant de minutes avec sa sélection nationale qu'en club cette année. Bon, son dossier, faudrait peut-être l'ouvrir. Notamment, ce que je lui reproche, c'est le manque de lucidité dans le dernier tiers. Mais ça, on va le développer plus tard dans la vidéo. Kolo Muani, évidemment, qui là est vraiment dans le dur. Je pense que cette saison, il n'a pas eu de moment aussi creux que ces derniers temps, où même Gonzalo Ramos, là, clairement, est passé devant lui. Kolo Muani n'arrive même pas à titiller Barcola, qui est pas bon depuis un mois. C'est quand même assez triste d'être au fond du trou comme ça. Carlos Soler aussi, j'inclus Carlos Soler, qui joue quand même plus d'une heure dimanche, sans rien montrer, quoi. À un moment donné, le mec, vous pouvez pas me dire qu'il peut pas faire plus que ce qu'il a fait face à Reims. Et Luis Enrique peut pas me dire qu'il prépare la saison prochaine en le faisant jouer autant. Parce que si c'est ça qui nous attend pour la saison prochaine, oh les gars, non les gars, moi j'arrête tout de suite, hein, moi je démissionne complètement, hein, c'est pas possible, c'est pas possible. Navas aussi, les erreurs, et évidemment mentionnons aussi les entrées catastrophiques de Mukiele. Donc voilà, Luis Enrique qui nous fait de la gestion, c'est bien beau de nous dire oui, il n'y a pas de statut dans cet effectif, tout le monde a sa chance, mais aujourd'hui je pense qu'il y a une réalité qui commence à s'imposer, c'est que c'est un peu mitigé cette histoire de gestion, les remplaçants ne répondent pas vraiment aux appels faits par Luis Enrique, et au final la hiérarchie ne fait que se creuser, alors que les titulaires jouent de moins en moins. C'est un peu bizarre. Et d'ailleurs, concernant ces mêmes titulaires, je pense que la question du rythme va se poser. Pour Kylian Mbappé, bien sûr, qui a encore été sur le banc et qui rentre assez tard ce week-end, mais Dembélé sur 2024, alors déjà en janvier, il était très préservé, il avait quelques douleurs à un moment donné, mais sur 2024, le bilan, c'est 7 matchs commencés en tant que titulaire, un seul des 7 fini. Tous les autres, il est sorti. Et la plupart du temps, c'est tôt. Alors, contre la Real Sociedad, il sort après la 80e, mais il y a des matchs en Ligue 1 où il sort à l'heure de jeu. 5 matchs qu'il démarre sur le banc, et 2 où il est forfait. C'est quand même compliqué en termes de rythme. Je pense que voilà, la question va finir par se poser si Luis Enrique continue cette espèce de gestion. Mais voilà, mercredi, on va y voir plus clair sur notre adversaire en Ligue des Champions. Je pense que voilà, la question de la suspension d'Hakimi va commencer à être travaillée. Peut-être, pourquoi pas, pérenniser le système avec Dembélé en numéro 10, le 4-4-2 losange. Hein, tu peux mettre aussi un autre joueur dans le rôle de Dembélé. Il y a plein de joueurs qui sont capables. Hein. Marco Asensio, alors là, il est blessé encore. Il est forfait demain. Lee Kang-in aussi, par exemple, peut avoir le rôle de Dembélé face à la Real Sociedad. Bon, bref. Donc, concernant l'équipe, comme je l'ai dit, Donnarumma va retrouver ses cages. Hakimi à droite, bon, je le titularise. Moi, j'espère beaucoup plus de justesse dans le dernier tiers. Et j'en viens à cette question. Je l'évoquais tout à l'heure en parlant de Lee Kang-in, qui pour moi, vraiment, quand il est dans la surface ou même aux abords, perd ses moyens. Hakimi, c'est pareil. Vraiment, c'est dommage parce qu'il fait beaucoup de courses qui font mal aux adversaires. Mais derrière, dans le dernier tiers, voilà, il y a des choix qui sont mauvais, des exécutions de contrôle de passe qui sont très peu académiques. Dembélé, évidemment, je ne vous fais pas de dessin, un seul but cette saison. Barcola, on se souvient de la période où il vendangeait un peu et ces derniers temps, il n'est pas très présent. Warren Zaïre-Emery, contre la Real Sociedad, il a un rôle très haut et au final, il gâche quelques actions de contre. Contre Reims, c'est peut-être le point faible qu'on pourrait mettre à son match, qui était plutôt bon dimanche après-midi. Au duel, on a retrouvé un petit peu le Warren qui fait progresser le ballon, mais dans le dernier tiers, il fait pas de choix tranchant en fait. Alors, Fabien Ruiz, c'est pareil. Lui, il est un peu mou. Et puis surtout, il avait une qualité de frappe à Naples qu'on retrouve pas ici. Vitinha, ces derniers temps, par exemple contre Monaco, contre Rennes, je crois contre Nantes aussi, il a des occasions. Il doit finir avec un but.
au final, il marque pas et il vendange même une grosse occasion, même si Mbappé est hors jeu sur l'action face à Monaco. Donc cet été, lors du mercato, il va falloir des mecs qui connaissent le dernier tiers. Voilà, il faut vraiment que cette zone soit familière à beaucoup plus de joueurs dans cet effectif. Parce que là, c'est compliqué de perdre ses moyens à ce point-là. Alors en défense centrale, je trouve qu'il y a un vrai défi parce que Terem Moffi nous avait fait très mal à l'aller. Bon, normalement, il sera titulaire demain. Il avait notamment martyrisé Skriniar sur la plupart des duels, Danilo sur le second but. C'est le profil typique pour faire perdre les moyens à nos défenseurs, à savoir un attaquant un peu physique, un peu véloce, un peu rapide aussi, voilà, explosif. Donc voilà, demain, je mets Danilo avec Lucas Hernandez. Danilo a pas fini le match dimanche. Bon, il était de retour de blessure aussi. Mais voilà, du coup, demain, je le sens un peu plus frais que Beraldo. Un Beraldo qui reste quand même sur 4 matchs qu'il a terminés, donc 4 fois 90 minutes. Et sur 2024, depuis son arrivée, son temps de jeu, c'est 990 minutes. Je sais pas si on se rend compte. Ça doit être un des joueurs les plus utilisés de l'effectif. Bien sûr, à son âge, il récupère beaucoup plus facilement qu'un Danilo ou un Marquinhos qui ont beaucoup plus de matchs au compteur. Mais voilà, je pense quand même qu'il faut pas non plus le cramer, le gamin. Et donc, je mets Lucas Danilo. Bien sûr, à gauche, on retrouve Nuno Mendes, voilà, qui a continué un peu sa montée en puissance dimanche contre Reims, qui a fait un peu parler son explosivité, même s'il n'a pas réussi à aller jusqu'au dernier geste, le centre, la passe qui met dans de bonnes conditions ses partenaires. J'espère que demain, on va bien sûr retrouver ça, et puis à la relance aussi, hein, pour animer ce côté gauche avec toute son explosivité, sa puissance. Moi, c'est limite là où je l'attends le plus, en fait, Nuno. La relance. Parce qu'à un moment donné, avant de se retrouver dans le dernier tiers, cette équipe de Luis Enrique est trop stéréotypée à la relance. Bon, ça, c'est un discours bateau qu'on fait depuis le début de la saison. Mais je crois vraiment en les qualités de Nuno, parce que pour moi, c'est tout simplement le meilleur profil défensif. Enfin, de tous nos profils défensifs, c'est le meilleur pour relancer, quoi. Hakimi, Danilo, alors Beraldo, c'est un peu à part, il vient d'arriver. Mais même Lucas, vraiment, voilà, Nuno Mendes est meilleur que tous ces joueurs-là à la relance. Donc j'espère qu'il va pouvoir développer aussi des complémentarités sur ce côté gauche où ça tâtonne encore. Voilà, Warren Barcola qui n'a pas vraiment fonctionné dimanche face à Reims par exemple. En sentinelle, comme je le disais, je crois pas qu'Ugarte ait gagné sa place. Vitinha n'est même pas rentré dimanche face à Reims, donc je le vois bien débuter demain en numéro 6. Warren, j'aimerais bien le revoir au poste de relayeur droit, qui est son poste de prédilection. Les meilleurs joueurs de l'effectif, il faut évidemment maximiser leur qualité, les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et moi, j'aime pas cette manie de trimballer Warren un peu partout. Donc dimanche, il était relayeur gauche pour faire plaisir à Carlos Soler, le mettre sur son côté droit. Warren a aussi joué une bonne partie du mois de janvier et décembre au poste d'arrière droit, mais aussi, rappelons-nous, du match aller face à Nice en Ligue 1. Warren était sentinelle à ce moment-là. Donc déjà, on se dit que de chemin parcouru, puisqu'aujourd'hui, il a un rôle beaucoup plus offensif, hein, limite de faux numéro 9, numéro 10 face à la Real Sociedad. Et de l'autre, ça illustre encore une fois le tâtonnement perpétuel, permanent de Luis Enrique cette saison au milieu de terrain, en fait. Voilà, il a testé tout et n'importe quoi. Et au final, pas grand-chose semble le satisfaire. Demain, s'il remet le milieu Vitinha, Ruiz, Warren, je pense que ce que je viens de dire pourra être modifié dans le sens où il les aura titularisés sur les 2 matchs face à la Real Sociedad. Demain, bon, là, ça fera quand même 3 matchs. Je suis pas sûr que tous les autres trios du milieu aient enchaîné plus de 3 matchs. Hein, par exemple, au début de saison, quand on avait Ugarte, Vitinha, Warren, ça a vite sauté. Par exemple, sur le match contre Newcastle, où tu pars avec 2 milieux, Ugarte et Warren, si je dis pas de bêtises. Même si Vitinha rentre assez tôt dans le match. Donc voilà. Au poste de relayeur gauche, finalement, qui a montré plus que Fabian Ruiz? Marco Asensio, pas grand-chose à ce poste. Lee Kang-in, c'est quand même compliqué. Comme je l'ai dit. Là, s'il joue pas toutes les minutes jusqu'à la trêve internationale avec nous, et qu'il joue toutes les minutes avec la Corée pendant cette même trêve face à la Thaïlande qu'il va affronter 2 fois, il va dépasser son temps de jeu en club avec sa sélection, en fait. Il y aura plus de temps de jeu avec la Corée qu'avec nous. Moi, je trouve qu'il a pour lui, si demain on titularise Ramos, on doit mettre Lee Kang-in. Voilà, en fait. Je titularise Lee Kang-in que si on met un numéro 9 et de la présence dans la surface, parce que c'est vrai qu'il a cette qualité de centre plutôt intéressante.
la majeure partie du temps depuis la droite. Alors, la passe décisive pour Ramos ce week-end. Avec sa sélection cette saison, il en a fait des belles, hein. Notamment en novembre, je me rappelle d'une très bonne passe décisive contre Singapour. Contre Metz, rappelez-vous, dernier match de l'année 2024, il fait une super passe pour Vitinha qui conclut un centre. Enfin, à chaque fois, c'est des centres. Depuis le demi-espace, en ayant repiqué. Mais il les fait pied gauche sur ce côté droit. Donc voilà, si on titularise Gonçalo Ramos, je mets Lee Kang-in. Après, si on repart sur Mbappé numéro 9... ou une solution avec un milieu en plus comme face à la Real Sociedad et pas numéro 9. Bon, Lee Kang-in, je vois pas enfin, sa qualité principale ne serait pas exploitée, celle des centres. Et des coups de pied arrêtés qu'il tire plutôt bien. C'est aussi à mettre à son crédit sur le match de dimanche. Mais sinon, dans le reste, c'est quand même compliqué. Et encore une fois, dans le dernier tiers, c'est difficile pour lui de faire des bons choix. Et ça me gêne vraiment, en fait. Ça me gêne vraiment. Il faut concrétiser parce que ça se voit que Luis Enrique lui fait confiance. C'est un joueur technique qui est bon, mais il faut qu'il soit plus létal. Devant, alors, comme je l'ai dit, le débat est entre Barcola et Gonçalo Ramos. Est-ce que Luis Enrique va renvoyer Barcola sur le banc après l'avoir mis face à Monaco sur le match important il y a une semaine et demie, hein, rappelez-vous, c'était une attaque Gonçalo, Mbappé, Dembélé, je sais plus, mais en tous les cas, Barcola était sur le banc et est rentré à la 37e. Sa dynamique est vraiment pas bonne, Barcola. Et aujourd'hui, il a beaucoup de chance qu'il n'y ait pas grand monde derrière lui. Et vraiment, encore une fois, je ne cesse de le répéter, cet été, il faut recruter un ailier gauche. Quelqu'un qui est capable de dribbler, voilà, qui a une palette technique en 1 contre 1 beaucoup plus diversifiée que Barcola, qui me semble être un joueur plus d'échange avec ses partenaires, de dédoublement et tout ça. Il faut absolument un joueur capable de faire plus de différences individuelles, de repiquer dans l'axe aussi, ce que Barcola ne sait pas très très bien faire. Et puis surtout, il nous prouve sur son dernier mois de compétition qu'en réalité, peut-être qu'il n'est pas encore prêt pour une saison pleine en tant que titulaire. Donc bien sûr, pour moi, voilà, faut recruter cet été. Aujourd'hui, enfin, Kolo Muani qui est aux fraises, ça fait un peu pitié, quoi. Son entrée contre Reims, sur le côté gauche, c'est quand même très, très dur. Le peu de choses à moitié bien qu'on a vu, c'est dans l'axe, en fait. C'est en tant que numéro 9. C'est pas sur le côté. Gonçalo Ramos, alors il pourrait justement être titularisé pour remettre Mbappé à gauche à la place de Barcola. Il marque. Mais comme j'ai dit, techniquement, ça reste délicat. Moi, personnellement, allez, j'ai envie de faire confiance en Barcola, continuer à le titulariser demain avec Mbappé et donc Dembélé, en espérant voir un gros match de sa part. Et s'il n'y a pas de gros match de Barcola demain, je commencerai à me poser quand même quelques questions sur cette dynamique. Voilà. Mbappé, bien sûr, bon, je le mets titulaire en pointe. On se souvient du match aller où il avait marqué 2 très jolis buts. Dembélé dans son rôle à droite, voilà, de fixation. Moi, j'ai quand même un avis, hein, je voulais partager sur le rôle qu'il a eu face à la Real Sociedad. Pour moi, faut pas le pérenniser. Il faut qu'il retrouve son côté droit. Je suis pas sûr que ce soit le genre de joueur à qui tu peux donner autant de liberté. Pour moi, il lui faut des consignes, il faut qu'il soit sur son côté, qu'on lui dise, voilà, va titiller l'adversaire, chercher les 1 contre 1, porte le ballon, on repique dans l'axe. Et ça lui suffit très bien. J'ai l'impression que il n'a pas vraiment les épaules ou plutôt les pieds, en fait, la connexion avec son cerveau pour être surresponsabilisé, en fait, et devoir faire selon son bon vouloir plutôt que les consignes de l'entraîneur. Donc voilà, un entraîneur qui est très tensé ces derniers temps dans les médias. Hein, on a Daniel Riolo qui continue sa guerre. Enfin, après avoir fait de Verratti et Neymar ses boucs émissaires, évidemment, il lui en fallait un cette saison. Ça y est, il a trouvé Luis Enrique. Roten hier soir qui nous fait un débat sur Luis Enrique est-il en train de perdre son vestiaire. Moi, j'aimerais juste répondre à ça quand même parce que je trouve que là, on a dépassé les limites de la décence, en fait. C'est absolument incroyable. Enfin, on a une chaîne où il y a vraiment aucune nuance avec un Stéphane Guy. Enfin, Stéphane Guy, ses avis foot, je suis désolé, les gars. Enfin, je veux pas faire de suspicion ou quoi, mais quand tu l'entends parler foot, quand tu l'entends parler du PSG, t'es quasi persuadé qu'en fait, les avis, c'est pas du football, en fait. Les avis, c'est une détestation du Qatar,
je sais pas, des entraîneurs étrangers, d'une puissance étrangère qui possède un club. Alors, j'irai pas jusqu'à dire le fameux mot, vous savez tous ce à quoi je fais référence, mais vraiment, c'est à chaque fois une ambiance très bizarre, hein, quand Stéphane Guy prend la parole sur le plateau. Alors, il y a Daniel Riolo aussi. Donc voilà, Roten, pareil, qui à chaque fois cherche les sujets. Mais lui, bon, on sait très bien que voilà, c'est le pantin du clan Mbappé. Enfin, je vois pas en quoi Luis Enrique aurait perdu son effectif. D'abord parce qu'on est premier en Ligue 1, toujours en lice dans les deux compétitions qu'on joue à côté. Il fait que de protéger ces mêmes joueurs en conférence de presse. Il leur fait une confiance pas possible. En témoigne ce que je viens de dire sur la gestion mitigée, mais au final, les mecs continuent à jouer. Personne n'a de statut. Si là où Roten veut en venir, c'est les joueurs sont du côté d'Mbappé plutôt que Luis Enrique, puisque c'est évidemment ça dont il est question chez RMC, c'est un peu polarisé entre Mbappé et Luis Enrique. Finalement, les joueurs les plus susceptibles d'être touchés par la mise au banc de Mbappé, à savoir Lucas Hernandez ou Ousmane Dembélé, en fait, ces deux mecs-là, le staff technique et médical a réussi à les remettre sur pied en fait. Et ils sont toujours sur le terrain le 12 mars. C'est déjà un miracle. Donc je suis pas sûr qu'ils soient sceptiques envers Luis Enrique et son staff. Hein. Sachant que voilà, ils savent très bien qu'ils se sont retrouvés une forme. Voilà, bref. J'en peux plus de ce climat délétère et surtout de ces débats qui sont absolument d'une pauvreté absolument abyssale. Demain, notons que c'est Le Texier, l'arbitre, qui reste sur un bien mauvais match. Ce Marseille-Nantes, gagné 2-0 par les Marseillais avec Jean-Louis Gasset ce week-end, où il avait oublié des pénaltys pour Nantes. Donc on espère que demain, il sera beaucoup mieux. Par contre, retour du VAR. Quart de finale, le VAR fait son retour en Coupe de France. Au stade d'avant, ils le mettent pas en place parce que c'est difficile dans les petits stades, par exemple, quand tu joues face à des équipes amateurs. Et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que rappelez-vous, PSG-Brest, le tacle assassin de Brassier sur Mbappé est fait alors que Brassier compte déjà 2-3 fautes qui valent un carton jaune orangé. Par exemple, il y avait une poussette sur Danilo à un moment donné qui avait échappé à l'arbitre de ce match-là et qui aurait pu faire carton jaune et derrière l'autre faute qui fait carton jaune, l'aurait expulsé avant qu'il ait pu faire son fameux tacle sur Kylian Mbappé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve demain, 21h10, ça fait tard. Hein. Putain, le débrief il va être mis après minuit, je pense. Espérons qu'il n'y ait pas de tir au but. Je crois que c'est tir au but direct, si je dis pas de bêtises, pas de prolongation. Je suis pas sûr, ça faudrait vérifier. Dans tous les cas, après, bon, si on refait encore un match nul dans le temps réglementaire, c'est vrai que je serais déçu. Ma priorité, c'est d'avoir vraiment une équipe qui maîtrise son sujet, gagne 2-3-0. Terminé, on n'en parle plus. Ça rassure un petit peu. Mais si on en vient au tir au but, je serais curieux de voir ce PSG tirer des pénaltys. Voilà. Des mecs comme Ugarte, comme Dembélé, comme Vitinha, qui seront amenés à être Warren, qui seront amenés à être des leaders sur les prochaines années. Je serais curieux de les voir tirer les pénaltys. Donnarumma aussi, hein, rappelez-vous, séance de pénalty contre le même Nice en début 2022. C'était début 2022 ou début 2021? Je sais plus. Mais c'est avec Xavi Simons sur le terrain. Messi aussi. On va au tir au but. On est éliminé. Donnarumma en sort aucun. Alors qu'il avait la réputation de repousser les pénaltys après son Euro très réussi, par exemple, avec l'Italie dans cette dimension-là. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Et évidemment, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis et à les paris demain.